que maintenant. C'était le cœur de la cité, au milieu de laquelle vous voyez donc cette fontaine qui a disparu, qui a été remplacée par un monument qui a plus ou moins des allures de fontaine aussi, mais peu importe. Un peu au-delà de cette fontaine, vous avez l'ancienne halle échevinale, hein, c'est-à-dire l'ancêtre de l'hôtel de ville, puis Saint-Christophe, qui est toujours au même emplacement. Donc là, cette église qui a changé de nom dans l'histoire, qui s'est appelée Saint-Va, puis Saint-Vincent, puis Saint-Christophe, est toujours au même endroit. Un peu au-dessus, vous avez, juste au-dessus de Saint-Christophe, l'ancien château qui se trouvait à l'emplacement de la place de la Résistance. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un parking maintenant, au pied de l'hôtel des impôts. Ça va, vous situez un peu? Donc le château qui a été démoli à la fin du 19e siècle, après avoir été transformé en usine textile, avec un jardin, la façade de l'ancien collège qui se trouvait donc rue Saint-Jacques, un endroit dont je vous parlais tout à l'heure, tout près de la bouche de métro Colbert, et qui, après avoir été transformé plusieurs fois, mais en gros, il avait toujours cette même allure. Là, la photo date de vers 1900 à peu près, mais le bâtiment a été démoli il y a quelques années seulement. Un plan du collège de cette époque-là. On reconnaît évidemment la forme de la chapelle, hein, qui deviendra plus tard une église, la deuxième paroisse de Tourcoing, l'église Saint-Jacques. Et en dessous, en bas de cette reproduction, eh bien, le couvent des moines récollets. Voilà une autre vue. Vous voyez sur la droite la rue des Récollets, c'est la rue Saint-Jacques actuelle. L'église Saint-Jacques qui est représentée ici mais qui n'existe plus, elle a donc la rue des Mottes, vous voyez en bas, c'est la rue Nord-Éclair aussi, il y a maintenant une vingtaine d'années. Ce sont les fouilles qui ont été effectuées au moment où on a reconstruit le lycée Colbert à l'emplacement du couvent, et on a retrouvé, entre autres choses, quelques ossements, sans doute de moines, qui sont évidemment du plus haut intérêt. Pendant 10 ans, donc l'époque de la Révolution, pendant une dizaine d'années, donc l'établissement est abandonné. Il n'y a pratiquement plus, c'est un déclin dans tous les domaines de l'enseignement dans la majorité des régions de notre pays, même s'il y a une volonté politique de généraliser l'enseignement, c'est très très loin. 1804-1838, je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler que pendant cette période, on connaît un empire, puis une restauration, puis un retour de l'empereur, puis une nouvelle restauration, puis la monarchie de Juillet. Bien. Et à chaque fois, eh bien, l'établissement, à travers ces changements de régime, va devoir s'adapter. Bien. Et ça ne va pas être simple. Au niveau local, parce qu'il y a des rivalités avec la municipalité, hein, qui n'est pas toujours d'accord avec l'enseignement qui est donné, qui voudrait une emprise plus forte. Avec les autorités académiques qui varient et qui trouvent que l'orientation de l'établissement, notamment sur le plan religieux, est extrêmement contestable. Il y a également les instances nationales. Parmi les choses qui peuvent paraître anecdotiques mais qui sont quand même importantes, à certaines époques, notamment sous l'Empire, on insiste sur le fait que les mouvements, la fin des cours, le début de diverses activités doivent être annoncés par des roulements de tambour. Alors que quand c'est la Restauration, c'est la cloche qui doit remplacer le tambour. Bien. La médaille que l'on donne aux élèves méritants varie aussi. C'est la fleur de lys à certains moments, ou c'est l'aigle quand c'est le régime impérial. Voilà. Alors, ça n'a l'air de rien tout ça, si vous voulez, mais toute cette époque est marquée par des mouvements extrêmement perturbants pour le développement de l'établissement. Voilà. Qui devient directeur, oui, en 1823,
et qui donne à l'établissement le nom de collège Saint-Joseph. Bien. Et son optique, c'est de faire de ses élèves des saints. S-A-I-N-T-S. Bien. Il crée un internat, il développe énormément l'enseignement religieux, et il est accusé de transformer son collège en petit séminaire, ce qui à l'époque n'est pas forcément bien vu de tous. Des choses qui marquent à l'époque, c'est lui qui crée au mois de mai le mois de Marie, qui est un mois de dévotion particulière à la Vierge Marie, avec des cérémonies extrêmement nombreuses. On est à l'époque de la Restauration, on est à l'époque de Charles X, en 1830, Révolution. On passe à un autre régime, celui de Louis-Philippe et de la monarchie de Juillet. Il ne le supporte pas, il doit quitter la ville et il s'installe à l'étranger, à Moucron. Et les familles envoient leurs enfants à Moucron, dans son établissement, le collège Saint-Joseph qui existe encore à Moucron, qui existait encore il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus trop. Voilà, sauf un élève, qui pour des raisons que j'ignore, eh bien reste sur Tourcoing. Tous les élèves sont partis et ont franchi la frontière à ce moment. On relance l'année scolaire au mois de septembre, mais qui meurt au mois d'octobre. Bien. Le collège survivra-t-il à cet épisode? On a représenté. Alors à l'époque, il n'y avait pas la photo, donc on représentait les gens soit par le dessin, soit par la peinture était assez onéreux, et la plupart du temps, les seuls tableaux que l'on a de gens à cette époque-là, c'était sur leur lit de mort, et il y avait dans le grand parloir qui maintenant a été transformé en bureau des secrétaires et du directeur du lycée, voilà, toute une série de tableaux particulièrement effrayants des anciens chefs d'établissement post-mortem. Bien. Il est remplacé par l'abbé Lecomte, Albert, pour les intimes. Le 15 octobre 1838, 55 élèves se présentent. L'abbé Lecomte remplace l'abbé Didier que vous venez de voir il y a quelques instants. Seulement, il y a un petit problème au moment de sa nomination. On se rend compte qu'il n'a pas le baccalauréat qui est nécessaire pour assurer ses fonctions. Il est convoqué par le recteur, qui le reçoit dans son bureau, et au bout d'un quart d'heure, il en ressort avec le fameux diplôme. Bien. C'est un des rares cas dans l'histoire, je pense, de l'éducation en France où un baccalauréat a été accordé aussi rapidement. Il devait avoir des vertus ou des arguments qui devaient être particulièrement chartreux, sous le nom de Frère Éloi, et il se retire dans une abbaye de l'Hérault, le prieuré de Notre-Dame, où il meurt en 1869. Voilà pour l'abbé Lecomte, donc il s'installe ici rue de Lille. Vous reconnaissez quand même le porche de l'ancienne chapelle. Voilà, la façade n'a pas énormément changé. Il y a juste cette statue du Sacré-Cœur qui a été enlevée parce qu'elle menaçait d'écraser les passants. Voilà. Bien. Le reste, bon, ça n'existe plus. Voilà une autre vue que vous connaissez avec cette antique porte qui est toujours en place. Alors celle-là, elle date du début du siècle, donc vers 1900, chez les Chartreux. Et il est remplacé pendant 2 ans par l'abbé Lescouf, qui va, bon je ne vais pas trop développer, continuer dans sa voie. Juste une chose importante, c'est lui qui fait construire la grande chapelle dont je vous parlais tout à l'heure et dont nous verrons peut-être quelques photos ensuite. Ah oui, alors lui, il va mourir aussi. Crucifixion, les statues de Saint-Pierre et Saint-Paul, j'espère que vous les avez reconnus et salués en passant devant eux. Voilà. L'intérieur de la grande chapelle, coupé en son milieu dans le sens de la hauteur, évidemment, par le plafond de la salle polyvalente, et avec des chemins de croix assez remarquables. Je ne sais pas trop où ils sont maintenant.
43 ans de supériorat. 43 ans. Bien. C'est un Tourquenois, il est né dans la ville, donc là aussi on retrouve très fortement l'empreinte de la cité, fils d'un tisserand Tourquenois, bachelier en lettres, docteur en lettres, qui a écrit une thèse sur l'action exercée sur les arts par le pape Grégoire le Grand. Je vous recommande la lecture. Bien. Et l'enseignement des lettres profanes dans les églises des premiers siècles. Donc voilà. Donc c'était quand même quelqu'un d'extrêmement brillant intellectuellement, qui voit les effectifs de l'établissement grossir fort rapidement. 1860, donc 2 ans après son arrivée, 180 élèves. 10 ans plus tard, 268. En 1880, 336 élèves. En 1890, 400. Et au moment où il va quitter ses fonctions, 500 élèves. Donc on passe de 180 à 500 élèves pendant toute sa direction. Très traditionnaliste, très conservateur sur le plan des idées. Voilà. Faut savoir, vous avez entendu parler peut-être de Monseigneur Lefebvre, qui a été la tête de file d'un courant traditionnaliste. Il a été élève ici, Monseigneur Lefebvre. C'est une de nos plus grandes gloires. Et s'il était ce qu'il était, c'est sans doute parce qu'il a baigné dans cette atmosphère que Monseigneur Leblanc avait suscité. Bien. Bien. On est à l'époque où l'Italie est en train de s'unifier. Et parmi les États qui vont se regrouper pour fonder l'Italie unie, telle qu'on la connaît actuellement, il y a évidemment les États pontificaux. Donc le pape à l'époque est le souverain pontife, bien sûr, le chef de l'Église catholique, mais il possède un territoire qui est fort convoité. Il est juste ce territoire au milieu de l'Italie. Évidemment, si on veut réunir l'Italie du Sud et l'Italie du Nord, eh bien, les Italiens doivent le conquérir. Et ça ne plaît pas, évidemment, à un certain nombre de catholiques, notamment en France, tout le courant ultramontain, c'est-à-dire extrêmement attaché au pouvoir pontifical, qui fait que beaucoup de volontaires français vont partir pour défendre les États pontificaux. Et dans l'établissement, il y a un jeune professeur qui s'appelle Henri Villard, qui va partir faire, j'ai presque envie de dire la guerre sainte, avec quelques élèves de l'établissement pour défendre les États du pape. Bien, il participe à une des batailles les plus importantes, qu'on appelle la bataille de Castelfidardo. Il est capitaine d'un régiment de zouaves pontificaux, donc vous le voyez, enfin la photo est un peu déformée, mais bon, on imagine les uniformes de cette époque-là. Et il va combattre avec beaucoup d'énergie pour essayer de préserver l'intégrité des États du pape. Vous savez quand même qu'en définitive, eh bien, les troupes pontificales vont être battues, que les États du pape vont être rattachés à l'Italie. Et le pape va s'enfermer dans ce qui lui restera, c'est-à-dire l'État du Vatican. Et qui a écrit l'histoire du collège en 2 tomes, un bouquin d'une subjectivité vraiment remarquable. Voilà. Ce tableau, il a été rapatrié après un séjour aux archives municipales, où il a été mal entretenu, mal entreposé, bien. Donc, Monseigneur Leblanc continue évidemment de développer son établissement, malgré des avatars et des problèmes assez sérieux avec la municipalité qui souhaite, alors là on va faire un bond, on arrive en 1879, instaurer dans la ville de Tourcoing un lycée public. Ça, c'est l'abomination totale. Beaucoup de Tourquenois n'en veulent pas. Il y a dans les journaux locaux des articles extrêmement violents pour ou contre l'établissement d'un lycée public. Et au bout de quelques années quand même, en 1882, le lycée qu'on appelle maintenant le lycée Gambetta va être construit. Donc
vous savez où, le long du boulevard Gambetta. Bien. La ville et l'abbé Leblanc, futur monseigneur Leblanc, vont décider de mettre un terme au contrat qui liait le collège communal à la municipalité, et le 1er octobre 1882, date extrêmement importante aussi, eh bien, le collège communal de Tourcoing devient l'institution libre du Sacré-Cœur. Vous avez un résumé extrêmement ramassé de ces événements sur les 3 plaques qui sont dans le hall d'entrée, voilà, qui sont en latin, mais je suppose que cela ne vous pose pas... Non, vous inspire les guerres. 5-6 élèves répondent. L'un, la guerre, ce mot évoque dans l'esprit l'image des blessés, des morts, une vision de sang. 2 peuples marchent l'un contre l'autre et s'entrégorgent, à cause du caprice d'un prince ou de l'ambition d'une race. Un autre dit, les champs sont dévastés, des villes entières anéanties. Et il faudra longtemps avant que le pays reprenne son activité. Donc c'était quelqu'un qui était assez visionnaire. Cependant, et les élèves terminent un peu en résumé, cependant on ne peut pas toujours éviter la guerre. C'est parfois une question d'honneur. Alors le devoir est de voler à la frontière. On entonne l'hymne national et ses refrains nous guident au combat. Donc on voit que les mobilisés ne font pas partie de la fleur au fusil, mais conscients des risques et des dangers de la guerre. Dans les locaux où se trouvaient les vêtements des Allemands, et puis ils ont volé des tas de vêtements, ils ont découpé, ils ont fait des bêtises, ils ont fait vraiment des bêtises. Alors les Allemands ont demandé les noms des élèves. L'abbé Leleu a dit est-ce que vous demandez à un père le nom de ses enfants? Ça n'existe pas. Pour finir, les élèves ont été se dénoncer. Ils ont fait entre 6 jours et 10 jours de cachot dans l'hôtel de ville de Tourcoing. Bon. Bachelier, alors qu'en juin, il y en avait eu 617 900, en juin 2015, ce sont les enfants de la bourgeoisie, bien, le plus souvent. 37% des enfants en 61, c'était des enfants d'industriels. C'est une ancienne institution tourquenoise, d'où notre présence ici, et c'est un établissement qui donne une bonne éducation, comme on dit, sur le plan de la religion, bien sûr, sur le plan de la vie scolaire. On prépare les 3 bacs, maths et LM, sciences expérimentales et philo, comme on dit à l'époque, dans 2 parties. Et on y développe également le sport, le scoutisme, et il faut bien se rendre compte que c'est à l'époque un règlement qui prend en charge toute la vie de l'élève. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 presque. Eh bien, donc, quels sont les 2 supérieurs de cette période, 1947-1950? Vous avez l'abbé Georges Leclerc, donc, un ancien élève, un ancien professeur. Il va devenir directeur du séminaire académique de Lille et recteur des facultés catholiques, si ça peut donner des idées de carrière à certains d'entre vous. Et il y a ensuite l'abbé Jean-Marie Clabot, un homme de grande bonté, dit-on, qui était un ancien du collège d'enseignement, là, dont un change de discours. D'enseignement en général, et ici également. Il y a le contexte économique et social, bien entendu, qui va influer, en voyant que jusqu'en 1975, la population tourquenoise augmente, mais depuis 1975, donc jusqu'à 2012, on voit que à gauche, la population tourquenoise diminue. J'ai mis aussi celle de Roubaix, à droite. Tandis qu'à la périphérie, toutes les villes voient leur population augmenter. Donc, en plus avec le développement automobile, cela aura des incidences sur les choix scolaires des parents. D'autre part, il y a les difficultés économiques. Professeur. C'est celui que j'ai connu comme élève. Ensuite, il y aura
l'abbé Cocan, hein, que certains d'entre nous ont peut-être connu, oui. On voit que les effectifs augmentent durant cette période. Hein. 59, 620 élèves, 1981, 1515. Justement, l'abbé Cocan va apporter une grande transformation au Sacré-Cœur, que nous vivons encore, enfin que vous vivez encore, à savoir qu'en 81, il scinde l'établissement en 3 établissements, hein, l'école, le collège et le lycée. Il y a encore un coordinateur, mais qui n'a plus de place, hein, au niveau de l'éducation nationale. Il y a eu bien sûr les transformations du cadre de vie, avec l'arrivée progressive des jeunes filles, hein, dans les années 60. En 62, il y en avait 2 sur 46 élèves en terminale. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les contrats imposent des minimums d'élèves. Donc, ensuite, on passe aux directions laïques. Hein. Je citerai surtout Louis-Marie Tange, au lycée, qui a été directeur de 85 à 2008. Et M. Suida de 83 à 2005, et Bertrand Van Andervelde, de 2005 à 2008. Les changements, le passage à la direction laïque a été assez difficile. Mais Louis-Marie Tange et M. Suida ont apporté une stabilité à l'établissement. Bien sûr, en 2008, vu des glissements démographiques, eh bien, on crée l'annexe de Ronc, hein, en 2006, et en 2008, il y a la création des Hauts de Lys, hein, où donc le collège du Sacré-Cœur, 6e, 3e, disparaît pour Saint-Thomas en fusionnant avec Notre-Dame des Wayes. Le lycée, lui, hein, reste le lycée du Sacré-Cœur. Les chefs d'établissement à partir de 2008, bien sûr, Bertrand Van Andervelde, hein, et au collège, Michel de Remé, puis Brigitte Béal, et les coordinateurs de l'ensemble, c'est M. Van Andervelde. Et ces regroupements donc, ont permis, hein, d'élargir l'offre scolaire, qui fait que les changements, vous voyez que l'évolution est tout à fait satisfaisante au lycée, au collège à Tourcoing moins, sachant qu'il y a quand même le Saint-Thomas donc de Ronc avec 403 élèves, donc autour au collège, ça fait, on est repassé à scolaire, a toujours été très active, hein. On a toujours pratiqué du sport, hein, notamment du volley-ball. Les établissements ont créé des échanges avec l'extérieur, l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque. Au lycée, au collège, il y a eu les classes, les voyages, les stages, des classes vertes. Et pour conclure, j'aimerais répéter ici ce que disait M. Tange en 2003, assis à côté d'Hubert Couvreur, en salle polyvalente. Le Sacré-Cœur n'est plus ce qu'il était, mais si les moyens ont évolué, tous les anciens savons bien que ce souhait, cet objectif n'est pas neuf. Cette réussite de la personne qu'est le jeune était bien et depuis longtemps la raison d'être du collège de Tourcoing. La tradition se perpétue. Je citais tout à l'heure les directeurs successifs, les directeurs passent, le Sacré-Cœur reste, ils nous préexistent, nous l'avons reçu en héritage à un moment de notre histoire et il nous survivra. Notre responsabilité, à nous, comme à tous ceux qui travaillent, plus que de le maintenir, c'est de l'adapter. C'est le signe vivant. L'améliorer pour qu'aujourd'hui comme hier et à l'avenir, il tienne la place qui lui revient dans la ville de Tourcoing. Et mes derniers mots, ce seront aussi les siens. Merci de m'avoir écouté.